L'idée ici n'est pas de fonctionner comme dans l'intervention précédente, mais plutôt c'était l'idée d'un dialogue entre vous deux. Virginie Braque, scénariste, entre autres d'Engrenage, mais aussi d'Insoupçonnable, qui est l'adaptation de The Fall, la magnifique série aussi d'Alan Cubitt, je dis pas de bêtises, Alan Cubitt, c'est bien ça, c'est en fin de journée, je sais plus, d'Alan Cubitt pour la BBC, qui est une série autour d'un double personnage qui est le serial killer d'un côté, l'investigatrice de l'autre, et Daniel Zaguri, que vous avez entendu ici déjà, expert psychiatrique. Ils vont nous parler de la figure du serial killer. Et dans un premier temps, parce que j'avoue mon incompétence sur le sujet, ma grande ignorance en dehors de M. le Maudit et de quelques serial killers dans les séries et les films, entendre Daniel Zaguri nous parler précisément de ce qu'est un serial killer, ça nous permettra probablement d'éviter de tomber dans la doxa qui consiste à dire que le serial killer est un monstre et que, en tant que monstre, il ne fait pas partie de l'ordre humain et donc il ne doit pas être jugé comme un humain, ce qui pose des problèmes éthiques, philosophiques extrêmement graves. Et donc, il est important plutôt de partir de ta pratique d'expert psychiatrique pendant un petit quart d'heure pour nous parler de ça, et ensuite que vous dialoguiez tous les deux à partir de réel et fiction. Même moins qu'un quart d'heure. Oui, moi en fait, c'est pas tout à fait comme ça que j'ai abordé les choses. J'ai voulu m'interroger sur les rapports entre le cinéma, la fiction et le tueur en série. Hein. Si tu veux, un tueur en série, il y a une définition qui est une définition policière. C'est un certain Ressler qui a défini le tueur en série comme celui qui a commis 3 meurtres ou plus de 3 meurtres à distance les uns des autres et de sang-froid. Voilà. Donc à chaque fois, on va dire c'est un tueur en série, c'est une définition descriptive et policière. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce même Robert Ressler, quand il a inventé le mot serial killer, au début des années 80, qui apparaît au début des années 80, en fait, il pensait au serial de son enfance, c'est-à-dire aux séries qu'on allait voir le samedi soir et qui donnaient envie de voir la suivante et encore la suivante. Donc ce qui est assez fascinant, c'est que la définition du serial killer est cinématographique, en quelque sorte. Et c'est vrai que quand on a une addiction aux séries, on a envie de voir la suivante et la suivante et la suivante. Bon. Et donc, au-delà de la diversité, parce qu'il y a une grande diversité je dirais, des personnalités, des recrutements, au-delà de la diversité, il y a ce phénomène de répétition des crimes. Un crime en appelle un autre, qui en appelle un autre, qui est au cœur de la définition. Donc c'est presque une définition plus dynamique que statique. Moi-même, j'ai été amené à utiliser des images cinématographiques parce que je ne savais pas comment expliquer à la cour d'assises ce que j'appelle l'orgie narcissique, c'est-à-dire cette espèce d'ivresse de toute puissance qui s'empare du tueur en série au moment de son crime. Je disais tout à l'heure, c'est pas la sexualité qui est le moteur, mais c'est cette orgie narcissique, cette ivresse de toute puissance. Et en définitive, l'image qui m'est venue à l'esprit, c'est une image cinématographique, c'est-à-dire celle de Charlie Chaplin dans Le Dictateur, quand il joue avec la map monde et qu'il est en dehors du monde, mais qu'il est à lui tout seul le monde entier, hein, dans une espèce d'ivresse où plus rien n'existe que lui-même, et il va retomber brutalement sur Terre au moment où le ballon va crever. Hein. Donc, bon, c'est une image qui en vaut... en tout cas, c'est celle qui m'est venue. Il est tout. Il a introjecté le monde en quelque sorte. La troisième idée qui me paraît importante pour comprendre, enfin pour éclairer les rapports du cinéma et du serial killer, c'est que, encore une fois, le tueur en série ne sait pas pourquoi il agit. Il l'ignore complètement et en fait il l'ignore parce que les traumatismes des organisateurs qu'on retrouve tout le temps sont des traumatismes qui n'ont pas pu s'inscrire psychiquement et qui sont survenus à une période où justement cette inscription psychique était impossible. Et donc il y a un scotome. Et ce scotome est très important. Un scotome, c'est une tache aveugle. Une tache aveugle. Voilà. Ah, scotome, c'est pas un mot. Bon. Si.
Voilà. On va dire que c'est pas un mot voilà. exactement C'est bien. quotidien pour nous tous. C'est comme aux assises, le président précisait, docteur, ne restez pas dans votre jargon, d'accord? Donc c'est une tache aveugle, une tache noire. Et au fond, je dirais que cette tache aveugle est à la mesure de la profusion de nos fantasmes. C'est-à-dire que nous attribuons au tueur en série tout un tas de fantasmes qui nous sont propres, mais qui n'ont rien à voir avec son fonctionnement psychique à lui. Hein. Encore une fois, Guy Georges disait, par exemple, si je savais pourquoi je l'avais fait, je ne l'aurais pas fait. Hein. Bon. Donc, eux ne savent pas, non seulement ils ne savent pas, mais ce qui est au cœur de leur problématique, les traumatismes désorganisateurs très précoces qu'ils ont connus, n'ont pas d'inscription psychique, et eux n'ont pas d'inscription psychique, mais nous avons un foisonnement d'explications, de mythes, etc. Par exemple, je parlais tout à l'heure du clivage, hein, le clivage qui fait que ce sont des sujets à la personnalité pseudo-adaptée, pseudo-normale, et qu'en même temps, il y a des conduites ahurissantes à côté. C'est évidemment Dr Jekyll et Mr Hyde. À chaque fois, dans la presse, Dr Jekyll et Mr Hyde. Bon. Cette espèce de captation envieuse de ce que l'autre a pour le détruire et pour s'en emparer, c'est les mythes vampiriques. Hein. Le côté tueur machinal, c'est Robocop ou probablement d'autres mythologies. La toute-puissance, les mythes démiurgiques. Hein. Moi, je pense beaucoup au cinéma expressionniste, Fritz Lang, enfin, ces images comme ça, le docteur Mabuse, par exemple. Hein, bon, okay. Donc, Démiurge qui ignore, mais un Démiurge particulier, puisqu'il ignore pourquoi il le fait. Hein. Et au fond, ce qui caractérise, encore une fois, des personnalités extrêmement différentes les unes les autres, c'est ce mouvement, c'est-à-dire un traumatisme désorganisateur m'a fait vivre quelque chose de l'ordre de la détresse absolue dans les premiers temps de ma vie, et je vais inverser les choses, hein, inverser les postures. Là où j'étais passif, je vais être actif. Là où j'étais défait, je vais être victorieux. Là où j'ai subi un traumatisme, je vais infliger un traumatisme. Et c'est ça le mouvement pervers, c'est-à-dire c'est transformer ce qui a été de l'ordre d'une souffrance absolue en une toute-puissance, et cette fois, c'est l'autre qui va souffrir. Donc, je transforme ce qui autrefois a été ma détresse dans la détresse de l'autre dont je vais tirer jouissance. C'est ça le mouvement qu'on retrouve de façon tout à fait répété, mais le problème c'est que le crime ne paie pas psychiquement, c'est-à-dire que la répétition du crime n'en permet pas l'inscription, et parce que c'est sur la scène du monde qu'il agit et pas du tout sur la scène psychique. Donc bon, alors il y a un point aussi, moi, alors voilà, c'est un petit peu le catalogue, je vais dire de ce qui devrait apparaître dans les séries ou les films sur les tueurs en série, pour que ça, alors en faisant le pari que ce qui est vrai, ce qui est proche de la réalité observée, et aussi ce qui est le plus intéressant. Hein. Parce que j'ai un dialogue avec mon ami Frédéric Krivine, et parfois il me dit c'est bien ton truc, seulement c'est pas comment dire, ça intéressera pas le spectateur. Hein. C'est pas... Frédéric Krivine, Un village français, voilà, scénariste d'un village français. Voilà. Donc alors un autre point qui est ce truc qu'on rencontre partout, ce lieu commun, notamment dans les films américains, sur la médiatisation. C'est-à-dire que le tueur en série rechercherait la médiatisation, qu'on parle de lui, etc. Mais Guy Georges, je cherche Gilbert Thiel, il est dans la salle, Gilbert Thiel, il a disparu. Il est parti ? Il arrive. Ah, c'est pas bien ça. Bon, donc, quand j'ai posé la question à Guy Georges, mais que faisiez-vous au moment où on parlait du tueur de l'Est parisien, il m'a répondu, je me planquais. Et café Chanal,
Chanal s'est suicidé le premier jour de son procès. C'est-à-dire que la pire chose qui puisse leur arriver, c'est que leur part d'ombre apparaissent au public. Donc, alors, moi je veux bien hein, le tueur en série qui joue au chat et à la souris avec les enquêteurs, avec les juges, etc. etc. Moi je ne l'ai jamais observé. Mais là peut-être il faut introduire une différence entre la médiatisation du crime aux États-Unis et en France. C'est pas du tout la même chose. Je pense que c'est pas du tout la même chose. Donc là il y a quelque chose qui peut-être est spécifiquement américain. Et il faudrait rajouter aussi un correctif, c'est que les choses ne sont pas les mêmes si on en est au 4e ou au 5e crime ou si on en est au 50e. Hein. Donc, par exemple, Guy Georges, il a eu 40 ans de parcours criminel, hein, ou 30 et quelques années. Donc, il a eu le temps de peaufiner, si je puis dire, d'argumenter, de se construire un système. Alors que les autres, Guy Georges, par exemple, il avait honte de ce qu'il avait fait. Et il en parlait par bribes, il baissait les yeux, bon, il n'était pas particulièrement fier hein, de ce qu'il avait fait. Donc, le rôle de la médiatisation, le rôle de l'intelligence du mal. Alors, moi, vous savez qu'Hannibal Lecter était psychiatre. Évidemment. Fait ce qu'on peut. Hein, donc, alors, le psychiatre, alors il y a des tas de gens qui ont ce fantasme quand ils vous invitent le soir à dîner. Oh là là, il faut qu'on fasse attention, il va deviner. Moi, non seulement je devine rien, mais encore moins que les autres. C'est-à-dire que, franchement, c'est pas mon problème quand je suis invité chez des amis d'essayer de repérer. Bon, ok. Donc cette idée du psychiatre. Alors, il y a quelque chose d'assez... alors je dirais pas que c'est l'intelligence du mal, l'intelligence pour percevoir les failles de l'autre, mais c'est ce que disait Gilbert Hill tout à l'heure à propos de Guy Georges, c'est l'intelligence intuitive, la saisie des failles, des failles de l'autre, hein, pour le vampiriser. Alors, il y a un sociologue, j'oublie tout le temps son nom, je m'excuse, qui dit l'intelligence du mal, je l'ai rarement rencontrée, mais les imbéciles de la barbarie, j'en ai vu beaucoup. Ben, j'ai envie de dire la même chose. Hein. C'est rarement des gens très intelligents, et quand ils le sont, je dirais que c'est pas le problème, c'est pas leur intelligence qui est en jeu. Et puis le dernier point, avec ce fantasme que plus c'est proche de ce qu'on observe, plus la série sera intéressante, c'est l'image du monstre. Alors évidemment, pour un psychiatre, l'image du monstre est insupportable. Il faut la récuser. Quand on expertise quelqu'un, on démonte pas des boulons, on examine un homme, on examine un être humain. Et donc, dans une certaine mesure, le travail clinique, c'est un travail de démonstration. Hein. Et donc, plutôt que d'en faire l'image du monstre, c'est plutôt de représenter une humanité pitoyable. C'est beaucoup plus ça hein, qui me paraît en jeu. Alors, à ceci près que si nous récusons qu'ils soient des monstres, eux, souvent, sont flattés d'être perçus comme des monstres. Parce qu'être perçu comme un monstre, il y a tout un travail, je dirais, tout un travail de déshumanisation qu'on observe chez certains d'entre eux. Parce que le travail de déshumanisation, c'est ce qui vous permet de vous débarrasser des conflits humains fondamentaux, des déchirements, de tout ce qui vous a fait souffrir dans l'existence, pour vous forger une espèce de carapace. Nous, on vit ça comme inhumain, mais eux, ils vivent ça comme surhumain. Hein, donc voilà, donc il y a cette espèce de travail psychique d'éradication des conflits et de la construction d'un personnage inatamable. Hein. Alors Fourniret, par exemple, disait oui, je suis capable intellectuellement de me mettre à la place des autres et de me regarder comme un monstre, mais moi, quand je me regarde moi-même, je suis le type le plus valable que cette terre ait pu porter. Voilà, j'en termine pour dire que, au fond, je ne sais pas si c'est un pari idiot, mais le pari, c'est que plus tous ces éléments-là seront présents dans la série, plus elle sera intéressante.
Oui, allez, il y a une question que je me posais à un moment dans ton article. Tu dis que parfois, ils nous font l'aumône de regrets plaqués. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune notion de regret. Et je pense que pour nous, c'est une dimension monstrueuse. Mais... Oui, bien sûr. Alors, si vous êtes capable de ressentir de la culpabilité authentiquement, vous ne commettez pas des actes pareils et vous ne recommencez pas. Donc il y a quelque chose qui est assez terrible, qui est un malentendu entre la société et ces sujets. Par exemple, vous avez les familles de victimes, vous avez les médias qui disent au début des procès, va-t-il parler, va-t-il soulager les victimes en disant où est caché le corps, comment il a agi, etc. etc. Et donc, on attend d'eux des choses qui sont absolument incapables de donner. Et pour vous donner un tout petit exemple, je dirais que c'est presque pervers, c'est une scène perverse que celle où il ferait semblant de pleurer. Fourniret, il a été jugé en 1987 à Évry et il a pleuré, il a demandé pardon, il a fait pleurer le jury, il a eu une peine. Et pendant ce temps-là, il a fait la connaissance de Monique Olivier. Et il a dit, la prochaine fois je tuerai, comme ça je ne me ferai pas appréhender. Donc, et tout le monde était là en train de lui demander, de le solliciter pour qu'il ait une attitude humaine qu'il ne pouvait pas avoir, parce que s'il l'avait, il n'aurait pas fait ce qu'il avait commis. Donc voilà, c'est l'aumône de regret plaqué à laquelle vous faites allusion. Oui, mais là, il est du coup, il est très monstrueux, quoi, d'une certaine façon. Alors, surtout Fourniret. La différence, alors moi j'ai eu un mot malheureux, j'ai dit une fois, j'ai dit aux assises, il est le plus abouti des criminels en série français. Donc on en a déduit qu'il était le premier aux Olympiades du crime, donc c'est pas ça que j'ai voulu dire, hein. Donc au hit parade en quelque sorte, c'est pas du tout ça que j'ai voulu dire. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il a mis 40 ans à construire son système. Et que effectivement, en bout de course, c'était une espèce de bloc verrouillé inentamable. Oui, voilà. Voilà. Et moi, j'avais une question alors d'amis scénaristes à vous poser sur un truc sur lequel on travaille en ce moment, et ça concernait l'amnésie traumatique. Et notamment un enfant qui a en fait assisté à un crime et qui est retrouvé vivant et qui n'a pas de souvenir. Et il me semblait que vous aviez parlé de l'amnésie traumatique. Et qu'est-ce que vous faites ? On vous amène un enfant comme ça. Qu'est-ce que ces souvenirs Est-ce que ces souvenirs sont valides ? Est-ce qu'ils sont couverts par le secret médical ? Qu'est-ce que vous faites ? La position déontologique et éthique d'un médecin, fût-il expert, n'est pas la même qu'un enquêteur. Je veux dire par là que si un enfant a un système défensif extrêmement verrouillé autour d'un souvenir refoulé ou clivé, le rôle de l'expert n'est pas d'aller le chercher si c'est nécessaire à son économie psychique à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Moi, je ne suis pas enquêteur. Non, mais constate, il est dans le cadre de l'enquête, il est l'unique témoin. Oui, il est l'unique témoin, donc les policiers vous appellent tous les jours pour savoir s'il a dit quelque chose, s'il y a une chance pour qu'il dise quelque chose un jour. Déjà, ça ne ressemble pas trop à ce qui se passe dans la vie réelle. Voilà. Ça, c'est pour du beurre. Alors, moi, il faut que le pour du beurre se ressemble à pour de vrai. Mais quoi, oui, mais on travaille. D'abord, c'est le juge qui va m'appeler, qui va me demander une expertise. Si cette expertise ne le satisfait pas et que l'enfant évolue, par exemple, il peut me demander un complément d'expertise. Mais encore une fois, dans ces histoires d'amnésie traumatique, l'expert ne peut que
constater et essayer d'interpréter. Est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est pas plausible? Qu'est-ce qu'on peut en penser? Etc. etc. Mais forcer, si je puis dire, la défense de cet enfant, ça, normalement, il ne le fera pas. Non, mais il n'en était pas question dans mon idée. Mais si vous avez, même en tant que praticien, pas spécialement en tant qu'expert, un enfant comme ça qui vous est confié. Moi, je ne suis pas pédopsychiatre. Il faut savoir si c'est une tache aveugle, un scotome mnésique, une amnésie lacunaire, ou si c'est un flou mnésique, ou si c'est un refus défensif, ou si c'est un évitement phobique. Il faut savoir à quoi ça correspond, le fait que cet enfant, d'abord ça dépend de son âge, ça dépend de plein de facteurs, le fait que cet enfant n'ait aucune inscription, ou en tout cas n'ait pas envie ou ne puisse pas. Il faut savoir à quoi ça correspond. Voilà. Est-ce que c'est plausible? C'est ça les questions qu'on va nous poser. Est-ce que c'est vraisemblable? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Qu'est-ce que c'est que l'amnésie traumatique? Des choses comme ça qu'on va nous poser. Ouais. Et s'il arrive avec une image, qu'est-ce qu'elle vaut? En disant, par exemple, voilà, il y a une dame qui est passée, elle avait un pistolet, elle m'a souri. Alors, qu'est-ce que vous en faites de ça? La vérité ne sort pas plus de la bouche des enfants que de la bouche de l'expert. Hein. Bon. Donc, la vérité, elle se construit pierre par pierre. Et c'est un ensemble qu'il faudra... si vous voulez, l'expertise... ou la parole. Alors, on a à un moment donné fétichisé la parole de l'enfant. Enfin, on a, avant ça, contredit totalement la parole de l'enfant. Il faut quand même. On parlait tout à l'heure d'apparition de phénomènes. Ça, c'est très intéressant sur le plan sociétal. Le viol n'a commencé à exister que dans les années 60-70, si je puis dire. Auparavant, ce qu'on lisait dans les livres de médecine légale, c'était s'il n'y a pas une fracture du bassin, s'il n'y a pas des désastres physiologiques, anatomiques, c'est pas un viol. Hein, c'est qu'elle y était bien pour quelque chose. Donc, il y a eu une première levée de refoulement. Il y a eu ensuite une levée de refoulement autour de l'inceste. Et c'est très intéressant, par exemple, de voir que c'est après une émission des dossiers de l'écran. Après une émission des dossiers de l'écran sur l'inceste, il y a eu un doublement des plaintes, mais alors du jour au lendemain. Hein. Ensuite, il y a eu la pédophilie. Alors là, ça c'est des phénomènes absolument incroyables. On a l'impression que ça a toujours été mal, que ça a toujours été révoqué. Mais non, les gens de ma génération, quand ils rentraient à la maison et qu'ils disaient le prof de gym m'a mis la main dans la culotte, ou pire encore le curé, ils se prenaient un aller-retour. Et on leur disait, espèce de petit vicieux, tu veux te taire. Hein, bon. Et en fait, moi j'ai été expert dans une affaire où il y avait un sujet qui allait chercher les enfants à la maternelle, abuser d'eux et les ramener dans la maternelle. Il y en a eu beaucoup comme ça. Moi, naïvement, j'ai pensé que ça serait très médiatisé. Ça n'a pas été médiatisé du tout. Il y avait 2 lignes dans les journaux. C'était 6 mois avant l'affaire Dutroux. 6 mois plus tard, ça aurait fait la moitié du JT. Vous voyez, il y a des phénomènes. Et pareil, la dernière vague, c'est la délinquance sexuelle des femmes. On l'ignore et paf, d'un coup, ça apparaît. Voilà. Et sinon, est-ce que vous avez regardé la série Assez boussolable? Oui, je l'ai regardé. J'ai trouvé, comment il s'appelle? Oui, Melville Poupeau. Hein? Melville Poupeau. Voilà, j'ai trouvé formidable. Oui. Formidable. Alors j'ai été très vexé qu'il soit psychologue. C'est Hannibal Lecter dans la banlieue lyonnaise. Voilà. C'est ça. Voilà. Non, c'était intéressant. Et bon, alors, moi, je ne sais pas. Hein, là, je sais pas. Cliniquement, ça ressemblait à quelque chose. Parce que ce qui est difficile, en fait, je pense, hein, pour le scénariste, c'est que
des tueurs en série, il y en a, c'est extrêmement diversifié. Il y en a des intelligents, il y en a des idiots, il y en a plus d'idiots d'ailleurs que d'intelligents, il y en a qui s'en prennent aux femmes, il y en a qui s'en prennent aux enfants, il y en a qui s'en prennent aux personnes âgées, il y en a qui s'en prennent aux hommes, hein, comme Chanal, avec des histoires extrêmement différentes. Il y en a qui sont très pervers, comme Chanal ou Fourniret, il y en a qui sont très psychopathes, comme Guy Georges ou Patrice Allègre. Il y en a qui sont malades mentaux, on n'en a pas parlé, mais il y en a très peu, mais il y en a quand même. Bon, donc c'est extrêmement différent. Donc je pense que c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce qui est important, c'est qu'apparaisse la dynamique. La dynamique criminelle. Ce que je me suis demandé, c'est est-ce qu'il fallait, parce que Hannibal Lecter, qu'est-ce qu'on sait de lui? Enfin, moi, je ne suis pas un grand spécialiste. Rien. Très peu, rien. On sait rien. Ouais. On sait simplement qu'il est psychiatre. Mm-hmm. On se demande d'ailleurs quel type de pratique il fait. Bon, d'accord. Bon. Oui. J'ai rendez-vous chez Hannibal Lecter cette semaine, d'accord. Ok. Le docteur Hannibal Lecter, d'accord. Bon, non, mais je dirais que ce flou est un comment dire, un moulin à fantasmes. Oui. Nous amène à, tandis que notre ami oui. Voilà, lui, on sait, hein, oui. On sait qu'il oui. s'intéresse il est spécialiste du traumatisme. Oui, il est dans le deuil, spécialiste du deuil. Spécialiste du deuil, voilà. Oui. Donc voilà, on sait beaucoup. Je me suis demandé si pourquoi ce parti pris, quoi, voilà, de préciser tout ça. Alors, c'est pas une question de psychiatre, c'est une question de spectateur. De spectateur, oui. Est-ce qu'on peut voir pour les gens qui n'ont pas vu la série les deux petits extraits, ces deux petits extraits que j'ai sélectionnés? Oui, qui sont les extraits. Oui, sont dans c'est le premier, dans le premier épisode. Pour ceux qui n'ont pas vu la série, c'est ça illustre assez bien le tueur dans sa vie professionnelle. Ça, c'était une photo de lui-même qu'il a prise chez une de ses victimes. Ça, c'est un carnet de sa dernière victime. Ça va, Endo? Je sais pas pourquoi elle fait ces cauchemars. C'est toi le psy. Tu dois bien avoir une idée de ce qu'elle a dans la tête. On peut jamais savoir ce qui se passe dans la tête des autres. La vie serait insupportable si on le savait. Voilà. Donc là, on a absolument tous les éléments. On a une femme qui ne voit rien, un couple qui est harmonieux en théorie, mais évidemment, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et il y a une enfant avec qui il a un lien affectif assez profond, c'est même son seul lien, vraiment, et qui fait des cauchemars parce qu'évidemment, c'est poreux, tout ça est très poreux, et il a son sac à dos avec les trucs dont il se sert pour ses meurtres au-dessus de son lit, vraiment dans la chambre de l'enfant. Donc l'enfant sait sans savoir, c'est ce fameux, ça aussi c'est très à la mode, mais en même temps, comme c'est vrai, c'est plutôt bien de le savoir. Voilà, c'est les enfants qui détiennent un secret familial à leur insu et qui évidemment souffrent. Voilà. Donc c'est un beau personnage, je peux le dire, parce que c'est une chose que j'ai rien changé. J'ai fait une adaptation, c'est un personnage qui a été créé par Alan Cubitt en Angleterre. Moi, j'ai surtout changé la partie policière. J'ai adapté énormément l'enquête policière parce que les systèmes sont très différents. Voilà. Et en plus, là, cet homme-là est pris entre deux femmes. Sa femme qui ne voit rien et qu'il aime parce qu'elle ne le voit pas, tel qu'il est, et sa babysitter, la babysitter des enfants, qui a 16 ans et qui, elle, l'aime parce qu'elle a compris qu'il était un tueur.
Et ce pauvre, au fil des épisodes, ce pauvre tueur en série, finalement, est de plus en plus confronté à tous les personnages féminins de sa vie, parce que, en fait, dans cette série, tous les personnages sont les personnages importants, hein, vous vous en rendez pas forcément compte, sont des personnages féminins. Il est cerné parce qu'il a un petit garçon, une petite fille, mais sa relation est avec sa petite fille. Il a sa femme, il a une enquêtrice qui le poursuit, il a sa babysitter qui est amoureuse de lui, et là où ce qui est très intéressant aussi dans le personnage de Cubit et conforme à la description que Daniel fait, c'est que elle est très mignonne, elle est très sexy, la babysitter, mais alors il s'en fout complètement, hein. Il n'a pas du tout envie de coucher avec elle. Elle le poursuit de ses assiduités et il ne sait pas comment s'en échapper, et plus elle se rapproche de lui, plus elle comprend qu'il est un tueur qui cache quelque chose, en fait, plus il la fuit, et puis elle finit par devenir un véritable problème. Il y a ses victimes, dont une survit et fait une amnésie traumatique. Enfin, bon. Donc, finalement, petit à petit, un espèce d'étau féminin se resserre, alors qu'elles ne se connaissent pas, elles ne se concertent pas du tout, mais petit à petit, cet homme traqué devient un homme traqué. Donc, c'est une espèce d'ironie d'Alan Cubit. Et quand il y a eu une espèce de polémique à la sortie de The Fall en Angleterre, hein, où le politiquement correct a fait dire que c'était une série abominable parce qu'il tuait des femmes et que c'était très complaisant, que c'était très macho, au contraire, c'est une série qui est profondément féministe et profondément... il y a une espèce de et c'est pour ça qu'on a eu une audience très très forte, et notamment chez les femmes jeunes. C'est parce que petit à petit, on sent que ce type qui tue des femmes va se faire coincer par celles qui l'entourent. Et c'est assez jouissif. Voilà. Enfin, je dis ça parce que je dis encore, c'est pas ce que j'ai changé. Tout ça a été créé par Alan Cubit, pas par moi. Oui, je trouve que la fable, quand même, elle, évidemment, elle est à mille lieues d'imaginer qu'il est un tueur en série, mais enfin, elle perçoit des petites choses, elle est de plus en plus mal à l'aise. On sent que, oui. quand même. Oui. Oui. Assez rapidement, Oui, elle est malheureuse, et oui, mais elle ne sait pas pourquoi elle est malheureuse. Elle ne sait pas pourquoi, et elle a quand même l'intuition qu'il y a quelque chose d'énorme qui lui échappe. Oui. Mais elle va penser quoi, évidemment. Enfin bon, je ne veux pas le spoiler aux gens qui ne l'auraient pas vu, mais elle va penser qu'il la trompe. Voilà. Parce qu'elle va mettre une espèce de truc rationnel sur les éléments qu'elle observe. Et lui, il va dire oui, je te trompe, bien sûr. Oh mon Dieu, crise de couple. Évidemment, tout plutôt que de lui dire je suis un tueur. Parce qu'il tient énormément à sa famille et à cette espèce d'organisation qu'il a créée, dans lequel il est assez froid. On voit bien qu'il est assez froid. Mais il est de bonne volonté. Il fait tout comme il faut, hein, vraiment. Il est assez froid parce qu'il ne peut pas être autrement, mais c'est quand même un alibi réparateur de ses propres carences. Il a absolument besoin d'avoir une femme, une fille, une famille. Oui. Et justement, c'est une question que les flics se posent quand ils comprennent qu'ils finissent par découvrir, parce qu'ils avancent quand même assez vite, c'est son attachement à sa fille qui leur pose un vrai problème. Comment il peut faire ça alors est-ce qu'il aime sa fille? Est-ce qu'il l'aime vraiment? Est-ce que ces gens-là, est-ce que ce type qui a été capable d'horreur pareille, il peut aimer sa fille? Alors là, on peut répondre. Le juge Thiel est revenu. Donc, nous fait après cette absence remarquée, et il pourra me confirmer que les petites amies de Guy Georges tombaient de l'armoire, qu'il était parfaitement gentil avec elles, qu'il leur faisait l'amour tout à fait normalement, je ne sais pas... Hein?
Non, justement avant. Sans violence, en tout cas sans violence, et que donc bien sûr que le psychiatre dont tu parlais, il avait une relation avec lui qui était tout à fait humaine, il le prenait pour un voyou hurluberlu, etc., et certainement pas pour le tueur de l'Est parisien. Donc et quand il a fait un travail d'intérêt général à la ville de Paris, quand un type qui fait un tige quand même, on a fait un arrosage pour lui au moment de son départ, hein. Donc c'est quelqu'un qui a tiré la sympathie, et c'est quelqu'un c'est pas de la duperie. Donc si vous voulez, c'est quelqu'un qui est capable d'éprouver de la sympathie pour sa femme, pour son chien, pour son voisin, pour son copain. Et puis là, ça se situe dans un tout autre domaine. Donc si vous voulez, le monstre froid qui, de façon absolue, pour tout le monde, est incapable d'éprouver le moindre sentiment, ça existe, mais c'est rarissime, et c'est pas le cas de la plupart des tueurs en série. Donc ils sont capables d'un côté, et de l'autre, ça rentre dans leur zone de destructivité. Et c'est ce que vous appelez le clivage. C'est ce que j'appelle, c'est une forme de clivage qui, chez eux, est à proprement parler sidérante. Je cite dans mon article la phrase d'un type qui m'avait sidéré. Il disait « Je l'ai fait, mais ça n'est pas moi ». Oui. Vous voyez ? Oui. Voilà. Tout est contenu dans cette phrase. Et lui, est-ce qu'il dirait « Je l'ai fait, mais ça n'est pas moi » ? Il dit « Je l'ai fait ». Ouais. Il dit à la fin, quand il est... Non, parce que lui, il est cultivé, il est médecin. Alors la scène, effectivement, j'avais retenu la première scène, elle est extrêmement perverse. Le mari se rend compte. Le mari se rend compte qu'on est dans quelque chose d'énorme. Oui. C'est très intéressant. Il abuse. Enfin, c'est parce que. Alors, je ne devrais pas le dire, mais je vais le dire. Mais vous allez oublier aussitôt après. J'ai expertisé quelques psychiatres pervers qui abusaient de leurs patientes et qui abusent du transfert de leurs patientes pour détourner. Hein, c'est ça, si vous voulez, c'est ça aussi qui fascine. Hein. Hannibal Lecter, j'imagine qu'il y a des femmes qui vont le voir ou des hommes parce qu'ils sont en détresse, mais ils savent pas à quoi ils s'attendent. Bon, donc elle. Et puis, il pose une question sur la sexualité. C'est à ce moment-là que l'autre tique, parce que c'est complètement un cheveu sur la soupe. Oui. C'est bizarre, violent, hein. c'est violent, bon, bref. Et donc, dans cette scène, le mari s'en aperçoit, elle est piégée, et lui, pendant ce temps-là, il dessine sa patiente nue. Voilà, nu et attaché. Qu'il assimile en quelque sorte à ses victimes. Bon, donc, c'est une scène extrêmement violente, et mon narcissisme de psychiatre en a beaucoup souffert. Donc, voilà. Mais après, il a été un peu réparé parce qu'en fait, il l'aide, cette dame. Il lui fait rien. Non seulement il lui fait rien, mais il l'aide. Voilà. Mais là aussi, on a un bon exemple d'intuition et de porosité, parce que le mari, à partir de là, sait sans savoir. Il sait qu'il a affaire mais en même temps, il ne le sait pas vraiment. Donc, il a cette intuition qui se transforme en une haine totale pour ce psy. Et vous allez voir que j'ai vu le feuilleton quand même. Hein. Donc, il va pour lui casser la gueule un peu plus tard. Il va pour lui dire... Oui, il va vouloir lui casser la gueule, mais en fait, l'autre l'affronte d'une façon très virile. D'ailleurs, il est à moitié nu. Et il assume totalement sa nudité. Enfin bon, et l'autre recule. Enfin, bon. Voilà. En gros... Tu avais d'autres questions, je crois, pour Daniel Zaguri, non ? Non. Je voulais lui demander justement certaines trucs comme ça. Sur, bon, évidemment, quand vous parlez de la perte de l'épreuve de réalité pendant le crime, est-ce qu'ils sont présents à eux-mêmes pendant le crime, ou est-ce qu'ils sont dans une autre dimension ? Parce que... Ils sont pas délirants. Ils sont pas délirants. Par exemple, ils n'ont pas de transformation de leurs victimes. Mais ils sont dans un état j'appelle ça l'orgie narcissique. Ils sont seuls au monde. Ils sont le monde entier à eux tout seuls. L'autre n'existe pas, n'est qu'une chose au service de leur fantasme criminel. Mais ils sont dans un état psychique d'excitation qui fait qu'ils sont dans un état quand même exceptionnel. Mais en même temps,
en même temps, c'est pas un état délirant. Ils sont pas. Et notamment, ce tueur, il pense à laver les draps, à effacer toutes les traces. Mais en même temps, on sent, ça je trouvais que Kubitt l'avait bien fait, on sent l'orgie narcissique. Dans le seul crime en fait, qu'il commet dans la série, on sent la toute-puissance. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement frappant. Et moi, j'avais été frappé par ça, non pas dans l'affaire de Guy Georges, mais dans l'affaire de Patrice Allègre. C'est-à-dire qu'il y a une violence paroxystique. Enfin, c'est inimaginable, la violence du crime. Et après, il y a un calme et une organisation et une rationalité pour effacer toutes les traces du crime qu'on a beaucoup de mal à penser. Ouais. Ça, je trouvais que c'était un beau travail de la part de Kubitt, justement. Voilà, mais en gros... Mais si on revient sur le refus de la figure du monstre, comment est-ce que vous situez par rapport à des des philosophes, par exemple, qui ont parlé de la banalité du mal? J'imagine que le titre du dernier ouvrage de Daniel Zaguri, il n'est pas par hasard sur cette cruauté, cette banalité, la barbarie des hommes ordinaires. C'est quelque part entre Hannah Arendt d'un côté et Hilberg de l'autre, sur Hilberg, l'historien sur les hommes ordinaires qui ont pratiqué des crimes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous pensez de ces théories sur la banalité du mal, l'un et l'autre? Moi, j'en aurais pas. Non, moi, j'aurais pas de théorie. J'ai lu le dernier livre de Daniel sur la barbarie, justement, où il dit que Hannah Arendt a eu une intuition géniale. C'est pas exactement... Vous suivez pas exactement ses conclusions, mais elle a eu une intuition au départ. Donc, alors, ça serait bien que vous développiez, oui. Alors lui, c'est quand même pas la banalité du mal. Hein. C'est-à-dire que j'ai exclu les tueurs en série de la banalité du mal. Quand même, c'est quand même des sujets qui ont une biographie extrêmement particulière, qui ont des troubles de la personnalité extrêmement caractérisés. Donc, on peut pas dire qu'ils sont comme toi et moi en première approximation. Hein. Bon, alors la banalité du mal. Ce qui m'a intéressé moi, c'est de le commenter en tant que psychiatre, parce que en tant que d'une manière générale, on a tous les mêmes réflexes par rapport aux abominations. C'est-à-dire que dans un premier temps, on dit c'est un grand pervers, c'est un psychopathe, c'est un malade, c'est un monstre, il sort, c'est inhumain, il sort de l'espèce humaine. Ça, c'est le premier réflexe. Et puis après, on s'aperçoit que c'est pas vrai. Que les génocides n'ont pas tous été commis par des pervers, que les actes de terrorisme ne sont pas commis par des malades mentaux, etc. Et que je pourrais dire les crimes passionnels, je pourrais dire les mères qui tuent leurs enfants, je pourrais dire plein de choses. Bon, c'est des profils assez ordinaires. Et là, on risque de tomber dans l'excès inverse, ce que j'appelle monsieur tout le monstre, c'est-à-dire on peut tous le faire dans certaines circonstances. Et je crois que c'est deux erreurs, et qu'il ne faut pas confondre banalité du mal et généralité du mal. Après, on peut s'interroger sur quels sont les facteurs qui font que certains sont plus à même de le faire que d'autres. Alors, pour dire les choses très simplement, ce que je mets au cœur de la différence, c'est la pensée. Mais pas la pensée du philosophe, hein, pas la pensée... on sait très bien qu'il y a des grands philosophes qui ont trempé dans des abominations. C'est pas la pensée du philosophe, c'est pas la pensée de la grande culture, c'est la capacité de contenir psychiquement et de garder, d'associer l'affect, émotion et représentation psychique, et c'est la capacité de continuer d'en débattre avec soi-même. Et c'est surtout, alors Françoise Sironi a une bonne formule, elle dit, ce sont des hommes-systèmes, c'est-à-dire que ce sont des hommes ou des femmes qui se confondent totalement avec l'air du temps, avec l'élan groupal et avec la loi du groupe. Et au fond, ce qui me paraît essentiel, c'est ce petit écart entre ce que je suis, la capacité d'en délibérer, et ce qu'on me demande de faire. Et au fond, ce serait l'idée
d'un reste de rébellion, et qu'au fond, ce serait ça la pédagogie démocratique, ce serait d'apprendre à nos élèves et à nos enfants de garder un esprit rebelle. Hein. Ça peut paraître paradoxal, mais tout a été dit par Primo Levi. Il a tout dit. Il a dit les monstres existent, mais ils ne sont pas très dangereux parce qu'ils sont très peu nombreux. Les plus dangereux, ce sont les petits fonctionnaires qui obéissent, parce que eux, ils sont très nombreux. Et ça, je trouve que c'est incontournable. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a un rapport avec Hannah Arendt, c'est-à-dire que c'est l'absence de pensée, au sens où ces petits fonctionnaires, Eichmann au premier, même si c'est un grand fonctionnaire, au premier chef, sont des gens qui mettaient la pensée de côté, ce qui va exactement dans ton sens. Garder l'esprit critique, c'est quelque chose qui peut préserver du passage à l'acte. Alors, elle s'est trompée, Hannah Arendt, parce qu'elle a fait d'Eichmann un criminel de bureau, et donc, les historiens démontraient très facilement. Bon, c'est pas... Par contre, là où elle ne s'est pas trompée, c'est qu'elle a saisi, avant même les psychiatres et les psychanalystes, dans les années 60-70, ils vont développer un certain nombre de choses, comme la pensée opératoire chez les patients psychosomatiques, comme la lexitimie, c'est-à-dire ces gens qui ont une pensée froide, descriptive, égotique, qui sont incapables d'empathie, de se mettre à la place de l'autre, et qui est une pensée dépourvue d'affect. Elle va très très bien le pointer, le décrire quasiment en clinicienne. Et c'est là effectivement qu'elle a pointé du doigt. C'est dans le vide de la pensée que surgit le mal. Le mal ne se commet quasiment jamais au nom du mal. Hein. Le mal se commet pratiquement toujours au nom du pur, du bon, du vrai, du juste. Et ça... Et ce que vous pointez très bien dans votre livre, c'est vous mettez numéro 1, pour les conditions pour que ça arrive, l'appel à la haine. L'appel à la haine. Et ça, c'est très important. Et en ce moment, justement, où on a un vrai problème sur les réseaux sociaux, d'appel à la haine, etc., on met en fait en route des gens qui sont comme ça, qui ont ce potentiel, qui ont ce vide de la pensée et qui vont passer à l'acte. C'est ça qui est problématique. Alors c'est très étonnant, c'est comment la structure de tous les génocides est la même. Ça commence par les discours d'Hitler, parce qu'il faut quand même... le peuple juif était coupable par avance de vouloir détruire l'Allemagne, c'est ça. Donc c'était en quelque sorte une légitime défense par anticipation. Le discours de comment il s'appelle, Milosevic, le fameux discours de Milosevic d'appel à la haine au nom de la bataille du champ des Merles ou je ne sais plus quoi. Hein, bon, c'est la même chose. Les vociférations de la radio d'Émile Colline, c'est la même chose. Donc ça commence par cibler un groupe qui est susceptible de détruire votre famille, votre communauté, votre pays. Et il faut donc par anticipation, empêcher de nuire ce groupe humain. Et c'est peut-être ça aussi la force de l'intuition d'Arendt, c'est qu'elle associe ce vide de la pensée à l'idée d'un processus, c'est-à-dire que celui qui va effectuer le mal dans le génocide, puisque c'est de ça qu'elle parle, mais on pourrait parler des serial killers, c'est à la fois quelqu'un qui n'a pas cette réaction de pensée, mais qui aussi est amené, et il me semble que dans un article que tu as écrit récemment, toi tu parles du pas à pas, et elle parle du produit. Comment quelqu'un qui fait le mal à ce point-là, comment il en est arrivé là, c'est-à-dire s'il n'est pas purement du mal, mais il est le produit d'une série de situations, comme il me semble que tu dis que... Une série de processus, voilà. Absolument. C'est dans ce d'un travail de transformatif. C'est-à-dire que, comment dire, le mal est à la fin. Hein, le mal est à la fin. Hein, il n'est pas au début. Hein, voilà. Ah oui. Et ça, ce lien-là est intéressant. On ne naît pas. Ah, on le devient. On le devient. Tout à fait. Tout à fait. Comme quoi les femmes et le mal, c'est la même chose. C'est un autre sujet. Mais... Non, mais cette question d'effectivement observer comment quelqu'un peut arriver, parce que lui-même est le produit de telle situation, de telle société, de tel état, de telle évolution de la société, ou bien d'une histoire personnelle, comment effectivement ces éléments-là éclairent le mal. Il me semble que c'est un point commun entre la situation du scénariste et la situation du psychiatre. Vous cherchez
vous cherchez à éclairer pour justement ne pas rester dans la figure du monstre. Ah, absolument. Il me semble que c'est ce que vous Nous, faites. la fiction, c'est une métaphore pour le réel. Nous, on propose des métaphores, on les élabore, et je pense qu'on est toujours un petit peu plus simple dans la fiction que la réalité. La réalité dépasse toujours la fiction, mais c'est dans l'élaboration de cette métaphore qu'on fait un travail presque, pas d'éducation, mais on aide les gens, je crois. Et c'est ça que les gens viennent chercher dans leur addiction à la fiction, je pense. Bien sûr.